métier-là, la caractéristique, je le disais ce matin à plusieurs personnes, c'est que les comédiens de doublage sont d'abord des comédiens. Donc ce n'est pas des comédiens de doublage, c'est des comédiens qui font des études de comédie, de cirque, d'improvisation, et ensuite ils se spécialisent dans le théâtre, le cinéma, et ensuite le doublage. Et le doublage, c'est vraiment, il y a énormément de, au niveau du travail de la voix enregistrée, il y a énormément de possibilités, il y a énormément de cases différentes. Donc si je fais une ligne horizontale, et bien il y aurait à gauche le cinéma, les séries, les dessins animés, au milieu les jeux vidéo et les documentaires, et à droite on aurait vraiment toujours la publicité radio, publicité télé, publicité internet, publicité ce qu'on appelle corporate d'entreprise, et maintenant tout ce qui est internet, autres, plus les spectacles, comme ça. Donc ça fait un panel quand même assez important. Et donc la plupart du temps les gens font des études de comédie parce qu'ils sentent qu'ils sont comédiens, et ensuite ils vont se spécialiser dans la voix ou dans autre chose. Et moi souvent on me demande comment je suis arrivé, parce que c'était une question qu'on m'a posée une dizaine de fois ce matin, comment je suis arrivé là-dedans. J'ai un parcours très atypique, vraiment très atypique, et une histoire assez incroyable, parce qu'au départ, je vous raconte tout ça, encore une fois, prenez les notes, je vais bien plus parce que et donc, comment je suis arrivé dans ce métier-là, mais absolument par hasard. J'explique vite fait cette préhistoire parce que ça va être très important à un moment donné. Déjà, j'ai fait des grosses études de littérature. J'étais une buse en maths, j'étais assez bon en français. Et en fait, déjà, la première chose, c'est qu'en seconde, j'ai remplacé quelqu'un dans une petite pièce de théâtre parce que quelqu'un était malade déjà, c'était un hasard incroyable. Je remplace quelqu'un, ça s'avère que je suis plutôt mauvais dans cette improvisation-là et dans ce qu'il y avait à faire. Et donc voilà, donc je savais que je pouvais un petit peu jouer la comédie, mais seconde, première, terminale, je fais un peu de théâtre, mais sans plus. Et ensuite, je deviens musicien professionnel, après avoir abandonné lâchement mes études de philosophie. Je préférais être Bob Marley que Socrate, ça peut pas s'inviter. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je deviens musicien professionnel, batteur et chanteur. Pourquoi? Parce que mon oncle, alors je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, qui sont un petit peu plus vieux, il y a très peu de si vieux pour ici. Oui, bonjour monsieur. Donc mon oncle était le batteur d'Henri Salvador. Vous voyez Henri Salvador, et donc c'était mon parrain, donc ils vont me faire une batterie quand j'avais 6 ans. Ça va, il n'y a pas trop de grisouillis, c'est bon, vous entendez? Non. Donc on va faire une batterie, donc je suis devenu batteur depuis, je suis petit, comme on était 6 à la maison. Les 4 premiers ont fait un peu de musique, et évidemment, on a monté des groupes. Et dans ces groupes-là, je ne sais pas si vous êtes issus de familles nombreuses, en tout cas quand vous faites des activités, les 3 ou 4 premiers, ensemble, c'est toujours l'aîné qui s'y colle pour faire les trucs qui sont pas marrants. Et donc, en tant qu'aîné, en tant que batteur, j'ai commencé à chanter. Donc je chantais, c'est là où ça va avoir une grande importance, j'ai commencé à chanter, en même temps je jouais de la batterie. Comme Phil Collins par exemple, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec un micro, entre 2 cymbales, et tu joues en même temps. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça va avoir une importance incroyable dans ma carrière, parce que je vais apprendre à jouer de la musique et à chanter en même temps, c'est-à-dire que sur une ligne horizontale, je vais apprendre la rythmique, le rythme, vous voyez, et sur une ligne verticale, je vais apprendre les différentes notes. Donc un placement de voix particulier. Quand tu chantes donc sur une ligne mélodique. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai développé le sens rythmique et le sens mélodique en même temps. Et en fait, ça c'est un musicien qui parle. Mais quand vous parlez avec des comédiens, en fait, c'est exactement ce qu'on demande dans un comédien. De gérer le rythme comme de gérer la mélodie. Quand vous voyez jouer Dieu, qui est Dieu? Louis de Funès. Pour nous, c'est Dieu. Quand vous voyez jouer Dieu, Louis de Funès, c'est le maître du rythme. C'est-à-dire que ce qu'il fait, si vous avez la comparaison, un peu la métaphore, c'est du free jazz. C'est pas la mer. Il maîtrise tellement son rythme
On dit que tous les comédiens, eh bien, plus ils s'approchent de cette perfection-là, plus c'est des bons comédiens. Donc moi j'ai développé ça. Et comment j'arrive à la voir? Et là j'arrive d'une façon totalement étrange et totalement bizarre. À l'époque, alors est-ce qu'il y a des vieux qui ont connu, des vieux, excusez-moi, moi jeune, pas toi Julien, pas toi. Et donc, qui ont connu, alors je suis arrivé à Paris, je suis devenu musicien professionnel, j'ai joué dans plein d'émissions de télé avec beaucoup de chanteurs, j'ai fait Ne rigolez pas, j'ai fait l'école des fans, voilà, donc j'ai connu Jacques Martin, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'émissions, il fallait des musiciens pour jouer en playback sur plein d'émissions. Donc j'ai fait tout ça, j'ai ensuite fait comme je chantais, comme j'ai fait beaucoup de cœur, et je continuais la batterie. Et il s'est passé une chose, c'est que je fais beaucoup de tournées. Ma dernière tournée, ça a été avec Laurent Voulzy, pour ceux qui connaissent. Le soleil donne la même couleur aux gens, c'était cette tournée-là. Et il se passe un truc, c'est qu'avec. Je me retrouve très souvent. C'est tiens, je me retrouve un jour, c'est là où il y a ce moment assez incroyable. Je me retrouve un jour au Palais des Congrès, pour ceux qui connaissent à Paris, le Palais des Congrès, et il y a des studios au Palais des Congrès, des studios. Et en fait, ce jour-là, je faisais des chœurs pour une chanteuse qui s'appelle Pauline Esther. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Pauline Esther, qui chantait Oui, j'adore, c'est mon amour, mon trésor. Voilà, on faisait des chœurs de ça. Et il se passe un truc, on est dans les années 83, 84, 85, donc ça ne nous rajeunit pas. Et ce jour-là, dans le studio A, il y a Johnny Hallyday qui fait un mix dans le live. Il y a nous qui faisons ces chœurs avec Pauline Esther, avec Johnny musiciens. Et dans le troisième studio, il y a une séance de publicité. Il faut savoir qu'à l'époque, les séances de publicité, c'est pas comme maintenant, on a des agences partout. C'est que pour utiliser les voix, ils allaient dans les régies. RMC, Europe 1, il y avait des gars qui étaient là, qui disaient tiens, je vais vous à faire, viens. Donc je t'emmène dans tel studio. Et ce jour-là, il s'avère que dans le studio à côté, ils sont en train de faire une publicité, ça fait 2 heures qu'ils sont dessus, et le comédien doit faire une phrase en 8 secondes. Parce que c'est comme ça la pub, c'est très très précis. Il doit faire la phrase en 8 secondes, et il n'y arrive pas, il l'a fait très bien, mais en 10 secondes. Donc 2 secondes de trop. Et ça fait 2 heures qu'ils essayent de faire ça. Et à l'époque, il faut quand même savoir, aucun internet, on n'a que des téléphones fixes, il n'y a pas t'appelles pas quelqu'un comme ça en remplacement. Donc au bout de 2 heures, le réalisateur qui s'appelle Jean Becker, qui est un grand monsieur du cinéma et qui faisait la publicité, Jean Becker qui a fait, ceux qui connaissent Les Enfants du Marais, Les Démeurtriers, les grands films quand même. Et donc il dit, on est foutu, quand on fait, il vire le gars, je jamais su qui c'était, il vire le gars et quelqu'un avec des téléphones fixes va essayer de choper quelqu'un d'autre. Et lui, il se dit, tiens, et s'il y avait à côté une séance de publicité, c'était rare. On va demander. Et c'était nous. Et deuxième incroyable hasard, il est midi, et c'est vraiment le moment où on a terminé il y a 2 minutes. Vous savez, dans les studios, il y a écrit on air, quand c'est vous, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, c'était fini, on est terminé. Donc, il entre, Jean Becker va voir l'ingénieur du son qu'il connaissait, lui explique son problème, et donc il dit voilà, monsieur Becker cherche quelqu'un pour faire une voix pour une publicité. Il dit comme ça. Et tous les copains me désignent moi, non pas parce qu'ils pensaient que j'allais le faire. Ils disent c'est Pierre Alain qui fait bien le con derrière le micro. Moi, je ne connais pas ce gars-là. On se retrouve dans le couloir, parce que je lui dis oui, si vous avez besoin d'un coup de main, je sais pas. Donc on se retrouve dans le couloir, et il me dit tu sais ce que je te demande, tu vois, c'est ce que je te demandais, je dis monsieur Becker, je sais ce que vous faites dans votre vie, mais moi je ne vois pas du tout ce dont vous parlez. Là, la porte s'ouvre, pour la première fois de ma vie, je vais voir des publicitaires angoissés, j'en verrai pendant combien de temps. C'est comme ça, très très angoissé. Et on me met derrière le micro. Et là, pour les plus vieux, vous allez peut-être vous en souvenir, je me retrouve avec la phrase à dire en 8 secondes.
La phrase à dire en 8 secondes, je vais vous la refaire. Parce que la phrase à dire en 8 secondes, c'était pour une publicité qui s'appelait La juste sèche de Justin Brignot. Ah oui! Et donc la phrase à dire, je vous la refais en 8 secondes. La juste sèche de Justin Brignot. Ça sèche, ça sécher, doit sécher sans s'assécher. Les sèches juste sèche, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin qui, la juste sèche de Justin Brignot. Et donc, on me demande de faire ça. J'imagine, là je vous la fais comme ça, mais quand je le fais, je me plante lamentablement. J'y arrive absolument pas. Je le refais une fois, 2 fois, 3 fois. À 3 fois, ils sont plus avec moi, mais plus du tout avec moi. C'est-à-dire vraiment, on me lâche, j'existe plus. Et il se passe un truc. Il se passe un truc un peu mystique, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un peu mystique, pas religieux, mais mystique, quand tu me connais. Et donc, il se passe un truc dans ma tête, c'est comme si une voix, vraiment je vous dis pas de conneries, c'est comme si quelqu'un me disait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis vraiment en train de m'écouter moi. C'est comme si ma voix me disait, fais comme dans la musique, ne t'occupe pas des voyelles, occupe-toi des consonnes. C'est-à-dire, quand tu prends la phrase, la juste sèche, le L, c'est assez grand, le A tu l'oublies, le J tu le gardes, le U c'est trop petit, le S c'est trop petit, le T c'est grand. Donc tu t'appuies sur ces consonnes, comme si c'était pour ceux qui sont musiciens, des croches ou des doubles croches. Vous voyez, c'est cette lecture de musique. Et donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je dis à Becca, je dis tiens, je vais essayer quelque chose. Et on me le renvoie, franchement personne ne croit. Je le renvoie et j'arrive, et je réussis pas à prendre le coup, mais j'arrive à ça, comme ça. Et la deuxième fois, je le fais la deuxième fois, et vraiment c'est vrai, sur la tête de ma fille, je fais la deuxième fois, ça tombe, comme il faut, mais vraiment comme il faut. Et là je m'attends à ce qu'ils disent, oh bravo, c'est bien. Et Pierre il me regarde et me fait, je me rappelle la voix qu'il a fait, toi tu viens tout de suite avec moi. Je dis quoi? Je peux pas me faire engueuler, hein. Je dis, c'est bon pour moi, c'est bon. Et je dis, mais bon pour moi, c'est bon, j'ai ma voix. Je comprends rien à ce qu'il dit. Hein. Et donc, je lui dis, mais écoutez, monsieur le Pierre, je ne sais pas de quoi vous parlez ici, parce que j'ai la voix, donc c'est toi qui as le cachet, il faut que tu viennes signer des trucs, je n'ai pas le temps, j'ai une batterie à rentrer, j'ai des cours, enfin, j'ai tout mon truc. Et il dit, ok, rendez-vous demain matin à ma prod pour signer les papiers. Je dis, ah bon. Donc je vous fais quand même un truc. Le lendemain, je vais à sa prod, ça fait BBD, à Neuilly, et on m'accueille super bien. Ah, vous êtes le monsieur qui a fait le truc ici. Et donc je m'installe devant lui, devant son bureau. Et là, il me dit, il faut que tu signes ces papiers. C'est ton contrat. Parce que la voix que tu as faite va aller sur 3 films différents, mais c'est la même voix. C'est la même. Ok? Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des francs. C'était des francs. Donc je te fais quand même en euros. Moi, j'ai été payé à l'époque, pour une séance de 3 heures, 150 € à peu près. À l'époque. Avec l'inflation, ça devait faire 240 €. Et donc, il me donne le contrat et il me dit il faut que tu le lises, tu lises tout et tu signes. Et là, je lis, et à un moment donné, comme vous l'imaginez, j'arrive à rémunération. Rémunération, il faut tout que tu lises. Vous savez, les rémunérations, c'est marqué en chiffres et en lettres. Chaque fois, il y a écrit. Et je lis le chiffre et je vais lui dire c'est mon numéro de sécurité sociale. Je peux vous le dire, c'était l'équivalent, je pense, à l'époque de 6 000 €, quelque chose comme ça. C'était la publicité de l'époque, hein. C'était une folie. Et donc, évidemment, je suis content quand même. Mais là, il se passe encore un truc. Et après, on va poser d'autres questions. Voilà. Il y a pas de questions, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je suis en train de signer, il reçoit ce coup de fil. Et il parle. Il fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, je travaille.
Il me dit, ok, tu viens avec moi. Il m'embarque dans sa voiture, pour ceux qui sont parisiens, Neuilly-Boulogne, donc un quart d'heure de voiture. On va dans une agence de publicité qui s'appelle Google American. Et là, c'est là où vous avez fait un truc spécial déjà, et c'est là où tout d'un coup ça va vraiment basculer. Il me fait arriver dans un de ses bureaux là, et c'est une salle de montage, et il me dit, ok, je vais te faire un truc, écoute ça. Est-ce que tu peux chanter ça? J'écoute une maquette, je dis, monsieur Béguer, il y a 3 notes, je vais y arriver 3 notes, c'est possible. Ok, je vais te demander de chanter ça, puis ensuite je vais te demander autre chose. Le truc à chanter en 3 notes, c'était, je vais le refaire, c'était Danone. Et là il me dit un truc, imaginez, ça fait même pas 24 heures que je connais ce spectacle. Je ne connais rien de tout ça. Et il me dit, imaginez, il me dit un truc comme ça, il me dit, ok, alors Pierre-Alain, comment on parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Genre. Et là, il se passe un truc. Chacun a des qualités, des petits dons, des grands dons, etc. Soit tu as peur, soit tu dis n'importe quoi, soit tu casses, soit tu dis ça te fait pas peur, il y a un truc. Et moi, au lieu de peur sur ce truc-là, alors j'aurais eu peur de faire quelque chose, certainement, je réfléchis, je dis ouais, d'accord, ok. Et il me dit, il y a peut-être ce petit nom qu'il faut que tu places, un truc, un petit truc. Et je me rappelle avoir fait un truc, première prise, et je commence à faire. Je suis tellement velouté, tellement crémeux que. J'adore vraiment manger. Et elle me dit, il arrête, il fait pareil que ça, il fait. Ok. Donc tu es la voix d'un homme. De ce jour-là, ce gars-là appelle ses copains dans tout Paris en disant j'ai le gars qu'il vous faut pour enregistrer tel truc, j'ai le gars qu'il vous faut pour faire ça, j'ai le gars qu'il vous faut pour chanter et pour vous faire une voix. Je connaissais bien. Et sur le tas, je commence à apprendre. Et on fait chanter des choses que vous connaissez tous, qu'on a pour vous faire rire, ça vous fait rire, pour ceux qui connaissent. Tous ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout à l'heure, je le disais, j'ai fait. Un truc qui est plus marrant, ça fait rigoler tout le monde. Ne riez pas, j'ai fait vraiment, c'est moi qui chante en faisant. Et encore plus vieux, mais encore plus agréable, parce que ça c'est ma femme, dédicace à ma femme qui adore ce truc-là. J'ai chanté la première version de Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, l'Amérique est je suis en concert avec Coralie à Bordeaux. Donc voilà, donc en fait de ce jour-là, je commence à enquiller. Et donc je deviens un peu monsieur pub en l'espace de 1 ou 2 ans. Et voilà, c'est la première partie, c'est comme ça que ça arrive. Merci beaucoup pour toute cette histoire. Je suis arrivé au Guignol au début du Guignol, parce qu'en fait, il fallait une voix qui soit spécialiste justement de la publicité, des fausses bandes annonces. Il y avait beaucoup, je me rappelle, beaucoup de bandes annonces, il y avait beaucoup on faisait direct, tous les soirs. Et il y avait beaucoup de bandes annonces du style, pour ceux qui se rappellent, il y avait Zidane, qui ne parlait pas à l'époque, donc c'était du style, il y avait une voix comme dans la publicité qui faisait Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin, et le préservatif, le Starfire, te présente l'interview de Zidane. Et Zidane arrivait en disant bonjour, Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin, les préservatifs vous ont présenté Zidane. C'était du genre de bonne comme ça. Et donc il y avait beaucoup de Zidane, pour ceux qui ont connu, j'ai fait le Mola Omar. Je ne sais pas si vous connaissez le Mola Omar. Le Mola Omar, c'était celui qui était avec Ben Laden. Et celui surtout qui disait c'est qui de connasse. Vous vous rappelez ce fils de connasse? Et sa mobilette. Ce fils de connasse. Et j'ai quand même des anecdotes incroyables parce qu'à l'époque, je crois que c'était Chirac ou Sarkozy qui était lancé, Sarkozy Premier ministre. Et parce que les politiques, ils n'aimaient pas du tout. Ce qu'on faisait au Guignol, c'était très violent. Je me rappelle d'un jour, je vous fais l'anecdote,
Sarkozy a débarqué et il a vraiment débarqué. Il cherchait plutôt des auteurs, pardon, donc Prélocation, Bénédine, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on avait fait en direct, c'était l'anniversaire de George Bush, le fils du roi. Pendant la guerre, ça devait être en 2002, 2003, 2004, je sais pas. Et en fait, on fait l'anniversaire, et vous vous rappelez dans l'histoire de Marilyn Monroe, qui était la mort de Kennedy, et qui lui avait offert son anniversaire en chantant Happy Birthday, Mr. President. Et donc là, anniversaire de Yves Lecoq qui faisait la voix de PPD envoie le truc, en disant c'est l'anniversaire de George Bush, on lui a réservé une surprise, t'as la marionnette de George Bush, et derrière, la marionnette du Mollah Omar et de Ben Laden qui approche un plateau en chantant et Birthday, Young Mr. President. Et le problème, c'est que c'est ça qu'a foutu Sarkozy en rôle, c'est que les deux bougies qui étaient en train de fondre, c'était les deux tours de New York. Alors c'était très mauvais. Ouais, c'était une grosse humour très très noir. Et ça lui a pas plu du tout, il a gueulé. Donc on avait toujours ces anecdotes-là, donc on guignole pendant. Et j'ai une petite anecdote quand même qui m'a marqué dans la vie de Guignol-là. D'abord, il faut savoir que c'est après que ça devient mythique ce que tu as fait. Parce que quand tu es sur le coup, il faut quand même voir qu'on avait Gildas, pour tous ceux qu'on connaît. Tu vois, on avait tu sais, il y avait la grande table, il y avait, nous on était en dessous, il y avait le groupe de LOL, un groupe qui faisait un peu d'animation, il y avait une partie du public, ensuite l'entrée des invités, une autre partie du public, là il y avait toute celle des Guignols, il y avait c'était assez grand quand même, à droite il y avait une petite scène pour l'invité, et tout à fait à droite, il y avait les nuls, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Alain Chabat, qui avait parlé de l'émission Cléopâtre, il y avait Lovi, Faroudia et Carrette avant qu'il décède. Donc on a vécu ça complètement. Et j'ai cette petite anecdote pour ceux qui connaissent un petit peu. Il faut savoir que l'émission commençait à 8h20. Et nous on était là depuis 5h de l'après-midi. Parce qu'on recevait des textes, il fallait répéter et tout. Mais à un moment donné, entre 7h10 et 8h20, les gens s'arrêtaient. Et moi je ne fume pas, et j'aime bien lire tranquillement, donc les gens sortaient, fumaient, allaient manger un petit truc. Donc il reste 25-30 minutes où il ne se passe rien. Et à l'époque, encore une fois, il n'y a que les caméras de surveillance, on n'a pas de portable. La petite anecdote, c'est celle-là, c'est que je suis en train de lire dans le siège, dans le studio, et j'entends quelqu'un qui fait un truc à la guitare sur le plateau. Bon, il y en a plein qui répétaient tout le temps. Et à un moment donné, je dis, waouh! C'est pas mal. Et donc je me lève, et donc je m'approche comme si c'était. Enfin, là, toi, t'es là, et j'arrive près de quelqu'un, je suis là, et il y a un mec qui est en train de faire des essais guitare. Il fait, pour ceux qui connaissent la guitare, il essaie des pédales. Donc il essaie des pédales, et je m'approche, et le gars était censé juste arriver, mais il me voit. Et là, il fait, et je fais, oh, je trouve ça bien ce qu'il fait. Il me fait un clin d'œil comme ça et il commence à jouer. Et franchement, il joue pour moi, quoi. Il joue parce que je suis là. Et mon temps, je fais, oh la vache! Et à un moment donné, c'est comme je disais, je vois bien j'ai l'impression qu'il parle anglais, tu vois, enfin, il ne parle pas. Donc, il fait, yeah, great. Tu fais du style, je valide ce que tu fais, je trouve que c'est pas mal, tu devrais continuer. Tu vois. Le mec, c'était Prince. Pour ceux qui connaissent. Et ça a été toujours. Hein? Un petit débutant et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas de trésor, il n'y avait pas de truc, donc je ne connaissais pas spécialement. Donc voilà, donc il faut pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait 30 ans de l'école. Et puis après, je suis venu pour le secteur. Oui, non, mais en fait, moi je suis arrivé là-dedans, comme quand je suis arrivé sur les voies, mais absolument par hasard. À un moment donné, tu fais plein de voix, puis tu as des gens qui t'appellent. D'habitude, moi je on est avec les loups, les loups, bien sûr, et donc en fait, il y a plein de mots que je ne connaissais pas. Moi, je suis un petit peu plus spécialiste. Mais pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, il y a les jeux vidéo qu'on appelle les MMORPG,
et tu me disais ça il y a 10 ans, les MMORPG. Moi je me dis c'est du Nurpug, hein, je veux dire, c'est pas ça qu'on appelle ça. Donc je connaissais rien du tout. Et donc oui, c'est plutôt. Après j'ai pris vite le cap par rapport aux autres comédiens à être. Parce que moi je suis producteur aussi, donc je connais des autres choses, donc j'ai pris le cap de YouTube assez sérieusement avec des équipes. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a que ceux qui sont vraiment producteurs dans ce métier-là, ça dit Donald Renew, pour ceux qui connaissent, Brigitte Lecordier, Dorothée Pousseau, moi, on n'est pas beaucoup à produire en même temps nos propres choses. Quoi. En fait, on s'est un peu entraîné les uns les autres. Et c'est aussi grâce aux youtubeurs. Comme tu parlais de YouTube, moi j'ai beaucoup aidé et j'ai participé, mais Squeezie par exemple, quand il était encore chez les médias, on a bien discuté. Donc en fait, tu te retrouves avec des gens qui ont des profils plutôt d'entrepreneurs, parce qu'il faut avouer que tous les gros youtubeurs, c'est des super entrepreneurs. Et c'est des nouveaux entrepreneurs. Après, il ne faut pas non plus voir ça comme la finalité. Il y a beaucoup de gens, j'ai des jeunes qui viennent me voir en disant ce que je veux faire, c'est youtubeur. Tu vois, c'est comme faire notre métier, de vouloir le faire maintenant pour gagner de l'argent, c'est-à-dire en vivre, ça va être très très difficile. D'autres questions? Alors, pour ceux qui n'ont pas trop entendu, oui, donc il y a un jeu que j'ai fait qui s'appelle Oddworld Odyssey Dave, pour ceux qui connaissent, qui a été en fait, c'est un jeu qui a été un carton mondial. Et comment expliquer ça? Oui, enfin, en fait, ça a été monté parce que à un moment donné, les gens qui ont fait cette idée-là avaient une idée d'un jeu de combat. Et ils ont été voir une productrice américaine qui a dit moi je veux bien produire ce jeu s'il n'y a pas d'armes particulières. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé un personnage qui avait des pouvoirs mentaux, un truc un peu bizarre, enfin des trucs, ils étaient et donc à partir de ce moment-là, ils ont monté ce truc-là, donc c'est sorti aux États-Unis, et ensuite ils m'ont fait appel à moi pour faire ce jeu-là. Tu parles de l'anecdote où j'étais invité. Ouais. C'est pas extraordinaire, mais elle est quand même envie. C'est-à-dire que le premier jeu sort. Bon, le jeu sort. Moi, je suis pas un joueur du tout, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Et le deuxième volume sort 2 ans après, et je refais la voix, mais là, je fais ça en 2 après-midi, tu vois, pendant une journée. Quoi. Et je reçois un mot. Comme quoi, la sortie de Abe, et il y a un cocktail. Et je m'attends à ce que ça soit, tu vois, le genre de truc, tu vas entre potes, tu vois, dans un petit bar, etc. Bon. Donc je reçois le truc, mais je fais pas plus attention à ça. Et j'ai des séances toute la journée, puis je dis, ah zut, je vais pas en retard sur le truc, et je dis, Pavillon Gabriel, Pavillon de l'Est, il y a Pavillon d'Élysée, c'est où il y a Drucker qui enregistre. Drucker. Si, Michel Drucker qui enregistre pour la dimanche. Dimanche. Je vois ça, je fais. Ah bon, ils sont juste à côté, je m'entends une petite salle à côté. Sauf que je suis en auto, c'est ça qui est le film. Sauf que j'arrive en auto, je suis habillé comme un vieux renard. C'est une fille, j'habille comme un vieux. Et là, je dis, mais où c'est? Et au loin, je vois comme si tu étais ici, tous les trucs que tu vois là, comme ça, c'était des oriflammes avec Abe dessus, le personnage. Et je dis, oui, je fais pas la vache. Et donc je m'approche vers le staff, et tout le monde me voit arriver, et vous. Et là, on me met un badge, French Voice of Abe. Et je dis, mais pourquoi t'as fait ça en américain? Et là, j'arrive dans la salle, une salle comme ça, remplie de monde. Moi, j'arrive au fond, remplie de monde et tout ça. Et je fais, mais qu'est-ce que je fais? Juste comme t'es pas joueur, le truc est cartonné. Et t'es au fond, et puis il y a quelqu'un qui dit, ah, ça va être à toi. Et là, moi, à quoi?
Et donc en fait, c'était ça l'anecdote que j'aime bien, ils m'ont appelé en disant And now the French, parce que c'est pour le bien. And now the French voice of the J'arrive et je suis arrivé, il faut voir que Abe parlait d'une certaine façon. Donc j'ai parlé en Abe quand je suis arrivé, ils m'ont fait monter sur scène, et le petit bonjour, super bien, ils m'ont bon dans le blabla, j'ai fait, et Abe parlait comme ça en disant voilà, je parlais comme ça toute la soirée. Donc c'était une petite anecdote pour te faire plaisir, qui n'est pas incroyable, mais bon, c'est des beaux moments que j'ai vécu avec plein de projets.